Bonjour, je suis Stéphane Bailey du groupe SVP. Nous vous remercions d'être si nombreux pour assister à ce webinaire destiné à la sécurisation et surtout comment éviter les pièges les plus courants dans les procédures RH et surtout les procédures individuelles. J'ai la chance de co-animer ce webinaire avec Maître Colomban de la Monneraie, à la Bonjour à fois tous. avocat en droit social et également fondateur et créateur du logiciel Agrumes. Bonjour à tous. Je vous propose en introduction de repréciser un peu le cadre de ce webinaire. On sait que les procédures individuelles répondent à des dispositions très strictes et en perpétuelle évolution. Donc, il y a deux grandes difficultés qui font face au RH lors de la gestion de ces procédures. C'est la conformité légale et conventionnelle et le respect des calendriers. Dès que le nombre des procédures atteint un certain volume, la complexité augmente avec la généralisation du télétravail ou lorsque plusieurs personnes interviennent sur une même procédure, le respect des dispositions légales devient encore plus difficile. Dans ce webinaire, on va vous parler des erreurs les plus couramment rencontrées. C'est Colomban qui vous en parlera. Et partager des astuces pour les éviter. Colomban a intégré toutes ces connaissances dans un logiciel qu'on évoquera un peu plus tard. Alors, il y a des outils pour digitaliser, donc pour dématérialiser les procédures. Ça permet de gagner du temps, déjà parce qu'il y a des modèles, ça réduit les coûts, et ça fiabilise les procédures du fait que c'est des juristes qui vont alimenter ces documents. Ça permet également d'harmoniser les documents et d'éviter les contentieux. Quelques chiffres selon le ministère de la Justice. Chaque année, près de 130 000 affaires sont instruites par les prud'hommes. Alors, ce chiffre est en diminution. Ce chiffre est en diminution tout simplement parce qu'il y a l'augmentation des ruptures conventionnelles qui, depuis 2008, a un peu explosé. On se rend compte qu'en effet, comme on peut le constater, 63% des demandes prud'homales ont abouti à une acceptation. La plupart sont liées, bien sûr, à la contestation du motif de licenciement. Et la grande majorité, bien sûr, proviennent des salariés. La durée moyenne est d'un peu moins de 1 an et demi. On va rentrer maintenant dans des cas concrets. Je vais passer la main à Colomban qui va exposer des points de vigilance donc, sur les sujets que vous voyez à l'écran. Bonjour à tous. Alors, le premier point, c'est la période d'essai. Tous les points qu'on va évoquer ici, c'est des points qui résultent de la modélisation du droit du travail qu'on a réalisé pour le logiciel. Et il y en a de deux ordres, en fait. Il y a un ensemble de points qui sont issus de la pratique contentieuse, donc la pratique avocat, des points où on a souvent des problématiques qui arrivent devant les tribunaux, qui peuvent faire très mal. Je pense à la clause de non-concurrence, au CDD, ou au cas de rupture, qui sont vraiment des points courants. Mais il y a d'autres points que vous ne verrez nulle part ailleurs, qui ont vraiment surgi de la modélisation, en mettant des règles en face des unes des autres. Et on s'est rendu compte que, de temps en temps, on était dans des coins. On pouvait pas se conformer à une règle et à une autre en même temps. Et on est souvent obligé de trouver des palliatifs. On a également, en modélisant les conventions collectives, on est en mesure d'avoir des informations croisées sur un certain nombre de points qui sont souvent litigieux. Et c'est tout cela qu'on va vous présenter sur des thèmes qui ont été sélectionnés. Malheureusement, on ne pouvait pas tous les mettre, mais il y en a vraiment bien d'autres. Alors, premier thème, qui est un ligne contentieux réellement, même si ce n'est pas forcément celui qui fait le plus mal, c'est la période d'essai. La problématique est de mettre une période d'essai dans un contrat, puis de la renouveler et d'y mettre fin. Si vous respectez pas les conditions de durée et de renouvellement, et que vous mettez fin à une période d'essai donc qui n'est plus valable ou qui n'a jamais été valable, vous vous retrouvez avec un licenciement automatiquement sans cause réelle et sérieuse. Deux points qui vont en découler. L'indemnité de licenciement, normalement, il n'y en aura pas.
puisque le salarié n'aura pas l'ancienneté. Par contre, vous allez vous retrouver avec des dommages et intérêts qui seront relativement faibles, hein, parce qu'aujourd'hui, il y a un barème, hein, le barème qu'on dit le barème Macron, qui va limiter les dommages et intérêts entre 0,5 et 1 mois de salaire. Par contre, vous avez aussi le préavis, qui peut être de l'ordre de 1, 2, voire 3 mois en fonction des conventions collectives, et c'est jamais très agréable d'aller payer donc une somme comprise entre 2 et 4 mois de salaire, plus les coûts du contentieux, à quelqu'un qui a été en contrat pendant 1 mois, ou 2 mois, ou 3 mois. Alors, la première condition, hein, que tout le monde connaît, hein, j'imagine, si vous faites une période d'essai et que vous voulez la renouveler, il faut avoir un accord de branche étendu. Tous les accords de branche ne sont pas étendus et tous les accords de branche ne prévoient pas la possibilité de renouveler la période d'essai. Et c'est souvent un point qui est oublié. Exemple de convention collective qui ne prévoit pas la possibilité de renouveler la période d'essai: architecture, tourisme, confiserie, chocolaterie. On a listé toutes les conventions collectives dans les documents que vous trouvez en annexe et que vous pourrez télécharger. Plus piège, on a des conventions collectives qui vont limiter la possibilité de renouveler la période d'essai à certaines catégories professionnelles uniquement. C'est le cas par exemple d'assainissement et maintenance industrielle, bâtiment, boulangerie-pâtisserie. Autre petite blague, on va dire, des dispositions conventionnelles, certaines conventions collectives imposent un entretien obligatoire pour renouveler la période d'essai. Donc vous avez tout intérêt à le documenter. Il s'agit de coiffure, commerce à distance, import-export, services à la personne, entreprise, socio- et socio-culturel, centre, transport aérien et travaux publics. Ou c'est recommandé pour les travaux publics. L'entretien obligatoire devra être normalement documenté dans l'acte qui va permettre le renouvellement de la période d'essai. Une petite précision qu'on voit de temps en temps dans les dossiers. L'accord va se traduire par un acte synallagmatique, c'est-à-dire un accord qui résulte d'une discussion entre les deux parties. Donc on va éviter le type de formulation de l'employeur qui va indiquer qu'il renouvelle la période d'essai, merci aux salariés de prendre acte. Donc là c'est un peu forcé, mais on trouve des formulations qui sont souvent ambiguës et qui peuvent prêter à confusion. On ne peut pas trouver ça devant un tribunal, devoir expliquer que c'est pas la volonté de l'employeur et qu'il y a bien eu une discussion entre les parties. Autre blague conventionnelle, il y en a certaines qui vont prévoir un délai spécifique. Il s'agit de carrière matériaux, il faut prendre 2 jours en avance avant de renouveler la période d'essai. Photographie 15 jours, sélection et reproduction animale 2 jours calendaires par mois d'essai écoulé. Tourisme 7 jours, travaux publics 8 jours, hôtellerie de plein air 2 jours et paysage 4 jours. Donc, de la même façon, vous avez tout intérêt à documenter la procédure de renouvellement, donc convoquer le salarié à un entretien ou au moins indiquer dans le préambule de l'acte de renouvellement que le salarié a été averti donc une date qui respecte les délais de prévenance que je viens de citer et que l'acte a été signé en conséquence après le délai de prévenance et évidemment dans le délai de renouvellement. Alors le dernier point, alors là j'avoue que j'avais été assez surpris de découvrir ça, parce que je ne savais pas. Il y a certaines conventions collectives qui demandent de motiver le renouvellement de la période d'essai. Il s'agit de création événements, électronique, audiovisuel, équipement ménager, golf et hôtellerie de plein air. Il y a quand même une problématique à motiver un renouvellement de période d'essai, parce que si on le fait, c'est qu'on se met dans la position, ou en tout cas on se ménage la possibilité de mettre fin à la période d'essai, dans la période de renouvellement. Or, mettre fin à une période d'essai, par définition, il ne faut absolument pas mettre de motivation, parce que si vous mettez une motivation qui n'est pas exigée, vous allez devoir la défendre. Donc motiver le renouvellement peut induire une motivation en cas de rupture. Donc pour cela, moi je vous conseille de mettre toujours la même motivation. Vous n'avez pas été mis en mesure dans la période impartie d'apprécier, pour des raisons X ou Y, d'apprécier les qualités professionnelles du salarié. Surtout, ne pas motiver les renouvellements par des considérations de compétences, par exemple. Alors, moi, avant que tu passes au chapitre suivant, qui est la clause de non-concurrence, je vais juste mettre un petit chiffre face aux informations qu'ils viennent nous transmettre. On s'aperçoit qu'il y a plus d'1 sur 10 avortements avant la fin de la période d'essai.
Et la plupart, bien sûr, ce sont des salariés, c'est à l'initiative du salarié. Et on s'aperçoit que selon la catégorie socio-professionnelle et l'âge, plus on est ancien, plus on s'accroche au poste. Et à l'inverse, quand on est plus jeune, on a plus on est dans la population qui arrête plus rapidement, on va dire, la période d'essai. La période d'essai. Je te laisse continuer. Alors, le point suivant, c'est la clause de non-concurrence. Donc, ça qui est réellement, il y en a peu dans les contrats, hein, si on considère la masse générale des contrats de travail existants en France. Par contre, c'est là clairement où on a les contentieux les plus importants en volume, notamment par rapport aux enjeux et aux ressources de l'entreprise. Quand on prévoit une clause de non-concurrence dans un contrat, on veut en fait se ménager la possibilité d'éviter que le salarié, au moment de son départ, aille chasser sur le terrain qu'il connaît bien, le terrain de l'employeur, et notamment contacter les clients de l'entreprise. La construction classique d'une clause de non-concurrence, c'est on l'insère dans un contrat. Alors évidemment, on prévoit une rémunération. Et on se ménage la possibilité de lever la clause au moment de la rupture. Le but, en fait, c'est de permettre à l'employeur d'apprécier 2, 4, 5, 10 ans plus tard, donc au moment de la rupture, si le salarié est en position de faire concurrence à l'entreprise. Et dans ces cas-là, il va actionner la clause, moyennant évidemment le paiement de la contrepartie, qui est souvent très importante, puisqu'on démarre, on va dire à peu près à 25% du mois de salaire, et certaines conventions collectives vont aller jusqu'à 50%. Voilà, c'est la construction classique, donc ce qui fait qu'en général, si on est sur des contrats de cadre exécutifs ou sur des commerciaux, les employeurs ont un peu tendance à les mettre systématiquement dans les contrats. Alors attention à deux conventions collectives qui font vraiment mal, industrie chimique et parapharmacie, qui n'autorisent pas l'employeur à lever la clause sans l'accord du salarié. Donc l'appréciation du positionnement du salarié, savoir s'il est en mesure ou pas de faire concurrence à l'entreprise, doit s'apprécier non pas au moment de la rupture, mais au moment de la conclusion du contrat. Donc c'est important réellement de réfléchir au moment de la conclusion du contrat s'il est vraiment opportun de mettre une clause de non-concurrence dans une entreprise dans ces secteurs-là. Il faut également préciser que les clauses sont rédigées exactement de la même manière. Même avec l'accord du salarié, il faut verser 3 mois de salaire. Donc la renonciation à la clause coûte à l'entreprise 3 mois de salaire. Dans le même ordre d'idée, alors surtout sur ces champs-là, il peut être intéressant de prendre en compte les cas de rupture. Alors, vous avez une clause de non-concurrence qui va pouvoir survenir pendant la période d'essai. Une rupture au terme d'un CDD, ou d'un départ en retraite, ou d'un départ en pré-retraite, ou d'une démission, ou d'un licenciement pour motif éco, ou une rupture conventionnelle. Voilà, en général, c'est les cas. Si vous avez un salarié qui part à la retraite, ou un salarié qui part pendant la période d'essai, ou un salarié qui est licencié pour motif, on va plutôt dire inaptitude, en règle générale, c'est des salariés qui ne vont pas poser de problème en matière de concurrence. Donc, dans ces cas-là, moi, ce que je conseille à mes clients, c'est d'exclure dans le champ d'application de la clause ces cas de rupture pour éviter, alors dans les conventions type chimie, parapharmacie, de dépendre de l'accord du salarié, de devoir payer 3 mois de salaire si on obtient l'accord. Et dans les autres cas, d'éviter le risque d'oublier de lever la clause, puisqu'il y a quand même des éléments problématiques qu'on va évoquer derrière, et de devoir payer donc des sommes qui peuvent aller jusqu'à 1 an de salaire. Alors, moins grave, juste avant, donc ça c'est vraiment issu d'un dossier. Attention, lorsqu'on a une entreprise qui change de convention collective. Là, ce dossier, c'était une entreprise qui exerçait sous la convention collective métallurgie, où la convention collective permet la levée de la clause au moment de la rupture du contrat. L'entreprise a fusionné avec une autre entreprise, elle a changé de convention collective à cette occasion, elle s'est retrouvée sous parapharmacie. Et elle a constaté un peu plus tard qu'elle avait 40 contrats, dans tous les cadres en fait, 40 contrats soumis à une clause de non-concurrence de 2 ans, qu'elle ne pouvait plus lever.
Donc, je vous laisse imaginer l'angoisse de l'employeur qui prend sa calculette et qui se retrouve avec tous ses cadres, avec une problématique de rupture extrêmement importante. Donc, si vous avez une entreprise qui, pour une raison X ou une autre, change de convention collective et risque de se retrouver sous chimie parapharmacie, il faut impérativement prendre en amont le problème à la racine et soit demander des modifications de contrat immédiatement, soit provisionner d'une manière ou d'une autre. Sachez que sous les deux conventions que j'ai citées, l'employeur peut renoncer à la clause de non-concurrence, mais cette renonciation n'aura d'effet qu'après l'écoulement d'un délai d'1 an. Donc dans mon cas, l'employeur a pu en fait renoncer à certaines clauses de non-concurrence pour les cadres qui étaient là. Par contre, pour tous les cadres qui sont partis dans la période d'1 an, il a dû verser l'indemnité de non-concurrence. Colomban, il y a pas mal de questions où on demande de revenir sur l'indemnité de 3 mois minimum. Oui, alors. On demande plus d'explications sur les 3 mois minimum d'indemnité. Alors, la clause, je vais vous lire la clause, vous allez comprendre tout de suite. Voilà, lorsque le contrat de travail, qui prévoit une clause de non-concurrence, est dénoncé par le salarié, alors, oui, ça marche, y compris en cas de démission. Celui-ci doit rappeler par écrit d'une façon explicite à son employeur l'existence de la clause de non-concurrence. L'employeur aura un délai de 3 semaines pour se décharger de l'indemnité prévue en libérant par écrit le salarié de la clause d'interdiction. Dans ce cas, l'indemnité mensuelle prévue au paragraphe 3 sera payée pendant 3 mois à compter de l'expiration de la période de préavis. Donc, oui, il faut que je précise ça, pardon. En cas de démission, l'employeur peut lever, mais il va payer 3 mois. En cas de licenciement, donc en cas de manière générale, en cas de rupture à l'initiative de l'employeur, la clause de non-concurrence peut être levée uniquement avec l'accord du salarié. Donc au moment de la rupture, vous allez demander l'accord que vous allez matérialiser dans un acte séparé. Si vous l'obtenez, la clause est levée, vous payez 3 mois de salaire. Si vous ne l'obtenez pas, vous payez l'indemnité de non-concurrence sur la période de la partie. Donc en général, en plus sur ces conventions-là, c'est 1/3 ou 2/3 de mois de salaire en fonction du nombre de produits visés par la clause de non-concurrence. Merci beaucoup. Alors sur les questions, je vais les prendre rapidement. Donc bonjour, peut-on renouveler la période d'essai de la même durée initiale? Oui, bien sûr, normalement c'est le principe. Je n'ai pas compris le point sur la clause de renonciation à la clause de non-concurrence. Donc, c'est ce que je vous expliquais. À partir du moment où vous renoncez à la clause de non-concurrence, normalement, vous pouvez le faire si le contrat et la convention collective le prévoient. Si vous n'avez pas ou la convention collective le prévoit. Donc, normalement, si vous avez bien rédigé votre contrat, vous avez prévu la possibilité de renoncer à la clause de non-concurrence dans les dispositions contractuelles. Il faut juste veiller que vous n'ayez pas une clause de non-concurrence, une convention qui vous interdit de lever la clause malgré la disposition contractuelle. Et c'est les deux conventions dont je vous ai parlé. Clause de non-concurrence possible que si mentionnée dans les CNN? Non. Alors, un point quand même important là-dessus. Vous pouvez mettre une clause de non-concurrence. S'il n'y a pas de disposition conventionnelle, surtout, n'oubliez pas de prévoir la possibilité de lever la clause. Si vous ne le faites pas, vous ne pourrez pas lever la clause. Par contre, si vous avez une CCN qui prévoit des dispositions conventionnelles sur une clause de non-concurrence, mais uniquement sur une partie des salariés, donc je sais pas, par exemple, elle réserve la clause au cadre, sans parler de réservation. Elle va simplement indiquer qu'une clause de non-concurrence est possible sur les cadres. La jurisprudence considère que vous ne pouvez pas mettre de clause dans ces cas-là sur les salariés qui ne sont pas visés par la convention collective. Si vous le faites, la clause est nulle. Donc, il n'y aura pas la contrepartie à verser, et encore que je suis pas sûr que le salarié ne pourrait pas le demander. Mais si vous levez la clause, le salarié pourrait demander réparation du préjudice subi. Donc, en général, on est autour d'un mois de salaire, sauf disposition particulière. Pouvez-vous revenir sur l'indemnité de 3 mois minimum? Donc, ça, j'ai répondu, je pense. Versement de 3 mois pour renonciation de la clause de non-concurrence, dans quel cas? En cas de démission, en cas de levée de clause, en fait. Que ce soit dans un cas de rupture ou à l'initiative de l'employeur ou de démission. Bonjour, le paiement des 3 mois de salaire est obligatoire avec la clause de non-concurrence uniquement si vous êtes sur chimie et parapharmacie. C'est valable pour toutes les conventions collectives? Non, uniquement chimie et parapharmacie, en tout cas pour celles que j'ai vues. Sachant que j'en ai vu plus de 300, donc il faut être large. Alors. Voilà, je propose d'avancer au bout des questions sur la clause de non-concurrence, parce que sinon c'est sans fin les clauses de non-concurrence. On va aborder donc la clause d'exclusivité et le temps partiel. Alors,
Bon, là, c'est rapide, c'est un des points de contrôle sur les clauses, c'est plutôt pour illustrer ça qu'on a. Clause d'exclusivité ne peut pas être mise dans un contrat à temps partiel. Ça ne va pas vous requalifier le contrat à temps partiel en temps plein. Par contre, le salarié va pouvoir demander réparation du préjudice subi, et sachant que les jurisprudences considèrent que la simple fait d'avoir une mention nulle dans un contrat de travail cause un préjudice. En général, ça va se résoudre à peu près avec un mois de salaire. Clause d'exclusivité, faites attention à un point qui est complètement méconnu, pourtant c'est une disposition légale. C'est l'article L 1222-5 du Code du travail qui prévoit qu'une clause d'exclusivité ne peut pas être opposée à un salarié qui va lancer, alors que ce soit au niveau de travaux préparatoires ou au niveau vraiment d'un lancement, d'une activité concurrente en tant qu'auto-entrepreneur ou en tant qu'entrepreneur. L'idée à l'époque de cet article, c'était de permettre justement à des salariés de tester une idée, une entreprise qu'ils voulaient mettre en place, et de leur laisser un an avant de choisir entre leur contrat de travail et cette nouvelle activité. L'employeur ne peut pas utiliser la clause d'exclusivité pour interdire le salarié de faire ça, fût-ce une activité concurrente à celle de l'employeur. La seule limite, c'est de ne pas faire une concurrence déloyale. Donc le salarié ne va pas pouvoir, par exemple, utiliser ses outils de travail pour démarcher ses nouveaux clients ou ses futurs prospects. Il ne pourra pas non plus, évidemment, utiliser sa position ou le fichier client. Mais en dehors de ça, le simple fait de lancer une activité concurrente ou pas ne permet pas à l'employeur d'utiliser la clause d'exclusivité pendant un an. Donc, ne pas oublier cet article, pas se précipiter sur un licenciement, comme j'ai pu voir plusieurs fois. On va passer sur les CDD. CDD de remplacement, enfin, c'est très connu comme règle, mais on le trouve tellement souvent que je voulais vous en faire part. Un CDD de remplacement doit comporter obligatoirement le nom et surtout la qualification professionnelle de la personne remplacée. C'est une disposition légale, l'article 1242-12 du Code du travail. Si vous ne le faites pas, le CDD est automatiquement requalifiable en CDI. Dans le même ordre d'idée, alors ça c'est plutôt un effet modèle, faut faire attention à ça. Vous avez une durée, alors c'est souvent dans les accroissements temporaires d'activité qu'on trouve ce problème. Vous avez une durée qui est fixée généralement à 18 mois maximum. Donc vous pouvez prévoir une durée de 6 mois par exemple, et le renouveler. 6 mois plus 6 mois plus 6 mois par exemple. Mais par contre, si vous fixez une durée de 18 mois tout de suite et que vous laissez traîner une clause de renouvellement dans votre contrat de travail, la jurisprudence considère que c'est une cause automatique de requalification du contrat. Voilà, c'est le genre de truc qui est détecté automatiquement par le logiciel. Dans le même ordre d'idée, les pièges de convention collective, c'est les forfaits annuels en jours. Alors juste pour resituer le débat, pour faire un forfait annuel en jours, il faut des dispositions conventionnelles, étendues ou pas d'ailleurs, qui prévoit un certain nombre de points, dont le nombre de jours du forfait et des garanties pour assurer le respect de la vie privée et une charge de travail raisonnable pour le salarié. Pendant une dizaine d'années, on a eu un contentieux très abondant sur la clause de sur les forfaits annuels en jours, où le juge a considéré pour telle ou telle convention collective que les dispositions conventionnelles n'étaient pas suffisantes pour assurer ces garanties, et que ça entraînait automatiquement l'annulation du forfait annuel en jours et le paiement des heures supplémentaires correspondantes. Donc très récemment, le législateur est venu corriger en fait ces conventions collectives en indiquant qu'à défaut de garantie, on pouvait automatiquement se référer à la loi, donc aux garanties qui sont définies dans la loi. Grosso modo, c'est un entretien, au moins un entretien annuel, un suivi des jours de travail et des dispositions sur le droit à la déconnexion. Voilà, pour brosser rapidement les obligations. Et donc, elle a effacé d'un revers de main, on peut dire, tout le contentieux autour des forfaits annuels en jours. Par contre, il y a un point qui a été un peu oublié, ou qui est oublié dans la rédaction, c'est il reste quand même une condition de validité qui ne peut pas être couverte par la loi. Il faut absolument avoir des dispositions conventionnelles qui prévoient le nombre de jours compris dans le forfait. Et là, on a 4 conventions collectives qui ne le prévoient pas. Il s'agit de chimie industrie, imprimé de labeur, télécommunications,
textile industrie, oui 5 pardon, et textile artificiel et synthétique et produits assimilés. Donc si vous avez un client ou si vous êtes DRH dans un de ces secteurs-là et que vous voulez faire un forfait annuel en jour, il faut impérativement mettre en place un accord d'entreprise ou un accord d'établissement pour le faire. On arrive à la durée de travail. Ouais, j'ai regardé un peu les questions. Ouais, j'ai pas le temps de regarder. Il y en a trop. Durée du travail. Ah, le contingent annuel. Alors, vous savez que on peut faire des heures supplémentaires à un salarié dans la limite d'un contingent qui est fixé par la loi à 220 heures, qui peut éventuellement être abaissé par des dispositions conventionnelles. En général, les plus basses se retrouvent à peu près à 130 heures. Au-delà de ce contingent, vous ne pouvez pas que payer les heures supplémentaires. Il faut impérativement attribuer du repos compensatoire. La problématique va se trouver lorsque vous faites des forfaits annuels ou surtout des forfaits mensuels en heures. Donc en gros, voilà, vous voulez faire travailler vos salariés 39 heures de manière institutionnelle, toutes les semaines, 39 heures. Vous allez payer 35 heures au taux normal et 4 heures supplémentaires au taux majoré. La problématique va se trouver lorsque vous allez trop dans le forfait, donc à partir de 40 heures. À partir de 40 heures, en fait, si vous faites le calcul de 5 heures supplémentaires par semaine, vous allez très vite dépasser le contingent. Et donc, vous allez devoir donner du repos compensateur. Et donc, dans les faits, vous ne pourrez jamais faire travailler vos salariés 40 heures, si vous respectez bien le contingent. La problématique va être accrue, évidemment, si vous avez une disposition conventionnelle qui abaisse le seuil des contingents à 130 heures. Donc, avant de faire des forfaits annuels en heures ou des forfaits mensuels ou hebdomadaires, on va dire à partir de 37-38 heures, vérifiez les dispositions conventionnelles. S'il n'y en a pas, ne dépassez pas 39 heures. Je précise que le non-respect de la contrepartie obligatoire peut faire assez mal puisqu'il y a des sanctions pénales, même si elles ne sont pas souvent mises en œuvre. En tant qu'employeur, on ne veut pas se retrouver attrait devant une juridiction pénale. Mais au-delà de ça, il y a des dommages et intérêts qui peuvent être versés aux salariés. Et si vous multipliez ce genre de pratiques sur des populations de 100-200 personnes, ça va se multiplier et ça peut vite atteindre des sommes relativement astronomiques. Temps partiel. Alors, pareil, ça c'est en matière d'heures, rappel d'heures de salaire, ça peut faire très mal. C'est la durée minimale de travail qui a été instituée donc récemment, qui est de 24 heures par semaine ou 104 heures par mois, sous réserve des dérogations prévues par la loi, évidemment, mais qui sont quand même extrêmement limitées. La problématique va se trouver lorsque vous faites un contrat à temps partiel en deçà de ces heures. Vous allez devoir, si jamais le salarié le réclame, payer les heures manquantes entre le nombre d'heures indiqué dans le contrat et le nombre d'heures minimales prévues, soit par la loi, soit par la convention collective. Pareil, la problématique souvent, c'est que dans les dossiers, on va se retrouver avec une multiplication de ces pratiques-là. Et là, j'ai en tête une entreprise de propreté qui en plus appliquait la mauvaise convention collective qui était prestation de service. Elle avait mis tout son personnel d'entretien à des durées de travail qui étaient comprises entre 8 heures et 15 heures. Donc il y avait plus de 50 ou 60 personnes, je ne sais plus. Ils ont voulu vendre. Il y a eu un audit qui a été fait. Le montant des heures complémentaires a été calculé, multiplié par 3, puisque la prescription est triennale en la matière. Donc forcément, ça a fait baisser le prix de vente assez fortement. Évidemment, vous pouvez avoir une réalisation du risque dans un contentieux. De la même manière, on n'a pas forcément besoin de se retrouver dans Alors, quelques chiffres sur le temps partiel. On compte 5 millions d'emplois en temps partiel en France. Ça, ce sont des chiffres 2019. On s'aperçoit que la grande majorité sont des femmes, 76%, et que la raison évoquée, c'est plutôt la prise en charge des tâches domestiques. Je vais reprendre un peu les questions. Clause d'exclusivité, est-il possible de les mettre dans les contrats à temps plein? Oui, bien sûr, rien ne vous empêche de le faire. Si la problématique que j'ai évoquée de l'inopposabilité de la clause était réservée au seul statut d'auto-entrepreneur, pas du tout. Quel que soit
les modalités du projet du salarié, hein, ça peut être prendre des parts dans une société, monter sa société, ou être effectivement en statut d'auto-entrepreneur. Impact clause nulle, pouvez-vous préciser? Alors oui, le principe c'est clause nulle égale préjudice automatique qui doit être indemnisé. En général, je n'ai pas de statistiques sur la question, mais on évalue ça à peu près à 1 mois de salaire. La problématique va pas vous n'allez pas avoir un salarié qui va aller vous attaquer sur une clause nulle, hein, on est bien d'accord. Par contre, en cas de rupture et de contestation du licenciement, c'est une ligne que vous allez retrouver dans les demandes quasiment automatiquement. L'autre problématique aussi, c'est en cas d'audit ou en cas de négociation collective avec les syndicats, par exemple, c'est du fait de l'effet multiplicateur, ça peut vous mettre vraiment en difficulté. L'article, c'est L1222-5, mais vous l'aurez dans le document. Tu peux cliquer sur l'onglet favori. Il y a des questions que je ne comprends pas. Hein. Comment? Ah oui, peut-être. Alors, peut-on proposer un CDD de remplacement pour une période inférieure à l'absence du salarié remplacé? Oui, tout à fait. Rien n'empêche de le faire. Et vous pourrez le renouveler, le renouveler. Mais dans ces cas-là, vous ne pouvez pas faire de terme imprécis. Donc la problématique, ça va être, vous allez prévoir par exemple 1 mois, si jamais le salarié absent revient dans cette période-là, vous devrez garder les 2 salariés. Le repos peut être donné sous forme de pause à prendre dans la journée ou de RTT, vrai. Non. Alors, la question est un peu complexe, je vais essayer d'y répondre. Alors, RTT, oui, tout à fait, puisque en fait, on va avoir du temps de travail qui va être, vous allez avoir des journées, soit des journées, soit des demi-journées qui ne vont pas être comptabilisées dans le temps de travail. Par contre, quand on parle de repos de manière générale en matière de pause, c'est les 20 minutes toutes les 6 heures. Ou le temps sur la pause méridienne, donc la pause déjeuner. Vous pouvez jouer avec vos horaires, en fait. Vous pouvez prévoir une pause méridienne de 2 heures, par exemple. Mais vous ne pourrez pas fractionner une journée de travail de manière à décompter des temps de pause très élargis pour faire baisser le temps de travail. Ça, c'est pas possible. Je continue sur les problématiques. Salariés étrangers, alors oui, ça c'est un point qu'on a beaucoup aussi, donc en matière de contentieux. Quand vous avez un salarié étranger, l'employeur est tenu de vérifier que le titre de travail est bien en cours de validité. Enfin, il vérifie qu'il a une autorisation de travail, évidemment, mais que ce titre est en cours de validité. Pour cela, il y a une procédure qui est assez simple, hein, mais qui doit être impérativement réalisée, qui est une procédure de vérification auprès du préfet. En l'absence de vérification, il y a des sanctions pénales. Bon, c'est 5 ans d'emprisonnement et amende de 15 000 € appliquée autant de fois qu'il y a de travailleurs étrangers concernés. La problématique n'est pas tant de s'exposer à ces sanctions, mais plutôt de se retrouver à trait devant un tribunal ou sous la menace potentielle devant un tribunal, et surtout la multiplication, si vous avez beaucoup de salariés étrangers, la multiplication des risques, toujours pareil, hein, en cas d'audit ou en cas de négociation. Alors, pour information, la France arrive en 7e position dans la destination préférée des travailleurs étrangers après l'Amérique du Nord, les États-Unis, le Canada et l'Allemagne, qui restent les destinations de prédilection. Je reprends une question vol. Bonjour, un CDD de remplacement peut-il prévoir une durée de travail supérieure à la durée initiale du salarié remplacé? Exemple, salarié absent effectue 25 heures par semaine. On souhaite embaucher un remplaçant pour 32 heures, par exemple. Normalement, non. Vous devez vous limiter exactement à la durée du travail et aux qualifications, sauf à faire du remplacement en cascade. Donc là, potentiellement en cascade, vous pourriez arriver à faire ça, mais sous réserve. Il faudrait voir les faits, mais pas en direct. Rémunération variable, qui est le point suivant. Alors, pareil, c'est la rémunération variable. Je pense qu'avec la clause de non-concurrence, c'est un des éléments importants du contentieux en France. Le principe, c'est de l'employeur va fixer dans son contrat les conditions de la rémunération variable
En général, il va se réserver, enfin, il a tout intérêt de le faire, il va se réserver la fixation des objectifs de manière annuelle ou sur des périodes un peu plus longues ou plus courtes, de manière à adapter en fait la rémunération et les incitations, enfin l'incitation de travail à la configuration de l'activité de l'entreprise, à l'activité économique, etc. Il faut impérativement fixer ses objectifs de manière annuelle en début de période. Si l'employeur ne le fait pas, le salarié va être en droit de demander au juge de déterminer lui-même les objectifs qui auraient dû être fixés par l'employeur. Et alors là, c'est pas très compliqué. Le juge va reprendre les dispositifs, enfin, va reprendre la pratique antérieure entre le salarié et son employeur, voire la pratique entre l'employeur avec les autres salariés de l'entreprise. Et il va fixer l'atteinte de ses objectifs à défaut d'appréciation par l'entreprise à 100%. En pratique, c'est souvent toujours le même cas, hein, c'est qu'on part, souvent une entreprise va partir sur une activité croissante, va partir sur du chiffre d'affaires. À un moment, elle va atteindre un certain palier. Elle va vouloir changer les critères de détermination de la rémunération variable, et la passer sur d'autres critères plus qualitatifs, par exemple. Il faut l'accord du salarié pour changer les critères à fixation de chaque objectif, ou en tout cas, faut obtenir donc bien la transmission des objectifs. Et c'est à ce niveau-là qu'on peut avoir une problématique de fixation. Et en général, lorsque l'employeur veut changer et que c'est refusé par le salarié, c'est qu'on est dans une problématique où l'employeur veut baisser le coût parce que l'activité économique a changé. Donc attention à la rédaction de la clause. Il faut bien anticiper le contexte économique de l'entreprise. Est-ce que c'est une entreprise qui est en croissance? Est-ce qu'elle va atteindre un palier? Est-ce qu'elle est simplement dans un trou? Quels critères sont intéressants d'utiliser aujourd'hui pour inciter les commerciaux à vendre? Mais toujours avoir en tête, au moment de la modification, enfin, au moment de l'année suivante ou des années suivantes, comment permettre à l'employeur de pouvoir modifier ces critères de manière relativement sécurisée. Je dis de manière relativement sécurisée parce qu'il n'y a pas de manière parfaite et il y aura toujours un risque de contentieux si le salarié refuse les nouveaux objectifs ou la nouvelle détermination qui est fixée. Mais mieux vous rédigez vos clauses, mieux vous anticipez, plus vous limiterez le contentieux. On a abordé les élections professionnelles. Alors les élections, je vais juste aborder 2 points que j'avais pas mis dans les slides, parce que j'y ai pensé tout à l'heure. C'est d'actualité en matière de licenciement pour motif économique. Il y a certaines conventions collectives qui imposent des formalités supplémentaires, telles que la saisine d'une commission paritaire pour aider au reclassement des salariés. Je pense à Métallurgie, donc qui est quand même une convention collective qui est très importante, enfin sous laquelle se trouve un bon nombre d'entreprises. Si vous ne faites pas cette opération, si vous oubliez cette opération, alors avant c'était une cause de remise en cause du motif de licenciement. Aujourd'hui c'est plus le cas, mais c'est quand même une cause d'irrégularité, donc ça peut vous coûter un mois de salaire par salarié concerné. Autre point sur le licenciement en matière d'inaptitude. Faire attention, il y a un bon nombre de conventions collectives qui prévoient le versement d'une indemnité de préavis, malgré le fait donc il n'y a plus de préavis en matière d'inaptitude. Donc versement d'une indemnité de préavis aux salariés. Donc je les ai pas en tête parce qu'il y en a quand même un certain nombre. Donc bien vérifier ces dispositions dans le cadre d'un licenciement pour inaptitude professionnelle. Je reviens sur les élections. Alors, les élections, nous, on a une bonne connaissance de la pratique puisqu'on a développé un système de vote électronique qui nous a permis d'organiser plus de 400 élections. Donc, on a eu un bon retour là-dessus. On a eu un seul contentieux sur les 400, donc ce qui est plutôt une bonne chose. Mais sur un point qui est extrêmement piégeux, c'est au moment de la négociation du protocole d'accord préélectoral. Donc, normalement, vous êtes censé inviter les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ou au niveau national. Donc, si vous n'avez pas de syndicat en interne, donc pas de délégué syndical en gros, vous allez inviter les 5 centrales nationales.
Si jamais vous invitez les centrales nationales sans inviter les organisations locales, alors que vous en avez, le protocole préélectoral est nul. Donc ça peut remettre en cause toute votre élection, même si elle a déjà été réalisée, dans le délai de prescription qui est de 15 jours. Comment savoir si vous avez une représentation locale? Alors, normalement, c'est simple, c'est est-ce que vous avez ou pas un délégué syndical, obligatoire dans les entreprises de plus de 50. Ça peut être également un syndicat, une représentante de section syndicale. Donc là, pas de problème, normalement, l'employeur va connaître aussi l'existence d'un représentant de section syndicale puisqu'il s'est déclaré. Par contre, et c'est ce point qui s'est posé, il peut y avoir une section syndicale. Section syndicale, c'est deux personnes syndiquées qui qui ont une carte de syndicat au même syndicat dans la même entreprise. Et c'est tout. Il n'y a pas d'autres conditions. Donc potentiellement, vous pouvez avoir une section syndicale sans que l'employeur soit au courant. Alors c'est vraiment ce qui s'est passé dans ce contentieux-là. Difficile de savoir s'il y a une section syndicale si elle n'a pas été notifiée, mais si vous en avez connaissance donc, de cette section, surtout considérez en matière d'élection professionnelle que cette section constitue une implantation locale des représentants dans l'entreprise. Je vais peut-être reprendre les questions. Alors, je te propose de, en effet, voir s'il y a quelques questions, mais a priori, je crois que tu les avais traitées les dernières, et il n'y a pas de nouvelles questions. Je propose... Si j'en ai une. J'en ai deux. Oh non, attends, j'en ai plus. Ah oui, en effet. Alors... Peut-on demander à avoir le titre de séjour valide pendant l'entretien d'embauche? Je pense que oui. Je vous avoue, voilà, je suis pas tout à fait sûr, mais je pense que oui. Bonjour, peut-on remplacer le salarié en activité partielle en recourant à un CDD, donc un salarié vulnérable? Alors, non. Enfin, pour la partie en tout cas sur laquelle il va... Oui, pardon. Vous pouvez, mais pour la partie sur laquelle il va être en activité partielle. Toujours la problématique de la durée. Hein. Donc, si vous mettez un terme imprécis, vous allez être engagé pour toute la durée de l'absence, enfin, toute la partie activité partielle du salarié. Si vous mettez un terme précis, vous serez tenu jusqu'à la fin de ce terme. Par contre, vous pouvez avoir une problématique sur l'activité partielle. Normalement, si le salarié est en activité partielle, c'est par définition que vous n'avez pas de travail à lui donner. Donc, si vous mettez un autre employé pour faire ce travail-là, vous pouvez avoir une remise en cause des allocations. Le fixe peut-il être inférieur à la classification de la CCN si le cumul annuel fixe-variable arrive en dessous du minimum conventionnel? Alors, tout à fait. En termes de définition, donc si vous pouvez prévoir un fixe inférieur au niveau conventionnel, au minimum conventionnel, le tout, c'est que si jamais, à la fin d'un mois donné, hein, donc il faudra faire l'opération chaque mois, vous vous trouvez en deçà du paiement du salaire minimum, il faudra compléter ce salaire pour atteindre le salaire minimum conventionnel. Est-il obligatoire de faire figurer une clause de rémunération variable dans un contrat? Alors non, il n'y a aucune obligation de le faire. Par contre, si vous ne le faites pas, vous vous exposez en fait, en cas de contentieux, à ce que le juge définisse les conditions de la rémunération variable à votre place. Donc de deux choses l'une. Hein. Soit vous êtes sur un contrat type commercial, vous avez un fixe qui est relativement bas, donc on attend une rémunération variable, mais on sait que le salarié va travailler pour ça, il vaut mieux l'inclure. Enfin, c'est pas il vaut mieux, il faut l'inclure. Puisque c'est un élément de rémunération du salarié. Si maintenant vous êtes plutôt sur une logique de je paye mes salariés normalement pour le travail qu'ils font et je me ménage la possibilité de verser des primes, donc là on parle de plus de primes exceptionnelles, comme une prime de Noël par exemple, dans ces cas-là vous n'avez aucune obligation de la mentionner au contrat. Bien évidemment, hein, le versement de telle prime ne doit pas être discrétionnaire et vous devrez trouver des critères objectifs pour le faire. Est-ce que cette disposition de saisine de commission paritaire pour la CCN Métallurgie s'applique quelle que soit la taille de l'entreprise? De mémoire, oui. Il faut aller vérifier, mais je serais très surpris que ce ne soit pas le cas. Je te remercie beaucoup, Colomban, d'avoir répondu à ces questions et pour toutes ces informations. Je rappelle à notre audience que le document intégrant tout, y compris les numéros d'articles, est disponible. Vous pouvez le télécharger.
De la même manière, je conclurai par une petite synthèse des avantages d'Agrume, qui est la solution donc développée par Colomban et ses équipes. Je vous informe que vous avez en haut, normalement, de votre page, un lien vers une présentation en ligne que j'ai enregistrée hier de cette solution. Je reprends simplement ici les avantages. C'est une solution qui est accessible via Internet, donc pas besoin d'installer quoi que ce soit sur un ordinateur, qui permet de rédiger pour automatiser tous les documents à partir d'une bibliothèque de modèles. Ça génère automatiquement la procédure, les calendriers et tous les documents personnalisés, avec un calcul automatique s'il y a une modification. Ça intègre un calculateur de coûts et de risques, et ça permet en effet d'éviter les contentieux. Peut-être pas les contentieux, parce que les salariés choisissent ou pas d'y aller. On peut. Oui, les risques ça limite les à risques, la procédure en tout cas, ou à la manière de gérer la procédure et les documents. Ça évite tous les points qu'on a évoqués. Typiquement, c'est des points d'alerte en fait. On contrôle par rapport à la convention collective ce que vous êtes en train de faire, et si vous mettez, je sais pas moi, une clause de non concurrence qui peut pas être levée au moment de la rupture du contrat, vous avez un avertissement de manière à ce que vous puissiez inciter votre client, si vous êtes conseil, à réfléchir sur l'opportunité ou pas de la clause pour ce type de contrat, ou le faire vous-même. Voilà, c'est un exemple, mais tous les points que je vous ai évoqués. La vocation d'Agrume, c'est même d'une part de gagner du temps et de sécuriser les procédures. Et cette sécurisation provient non seulement de de ton expertise que tu nous as montré et qui est si agréable, et bien sûr la mise à jour en temps réel de toutes les évolutions légales, jurisprudentielles ou liées aux conventions collectives. Nous vous remercions beaucoup pour votre attention. Vous étiez environ 300 à nous suivre. Je reste bien évidemment à votre entière disposition si vous avez des questions plutôt concernant la commercialisation d'Agrume, puisqu'SVP commercialise Agrume. Donc je reste à votre disposition pour toute question, une présentation complémentaire ou d'autres questions. Merci encore Colomban d'avoir accepté de participer et pour toutes les bonnes recettes que tu nous as données, en tout cas les points d'intention. On a dépassé 10 minutes le temps qui était bien parti, mais a priori il n'y a pas de conséquences. On vous remercie beaucoup. Je vous rappelle que vous pouvez télécharger donc le document qui a servi, alors pas celui que je vous ai montré, mais celui qui intègre toutes les données qui étaient mentionnées par Colomban avec les articles. Et n'hésitez pas également à aller voir la présentation logicielle que j'ai faite, qui dure à peu près 36 minutes, mais qui vous permettra réellement de prendre en compte tout ce que ça peut vous apporter en termes de gain de temps et de sécurisation de vos procédures. A priori, il n'y a plus de questions. Merci à vous pour votre présence. Très très bonne journée et à très bientôt, on l'espère. Au revoir. Merci. Au revoir.